Salut, vous écoutez Conseil Immo by Winvest. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit. Bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler colocation, le nouvel Eldorado, il semblerait, de l'investisseur immobilier. Alors, utopie ou beaucoup trop de gestion, c'est les questions qu'on aborde aujourd'hui avec Laurent Schmitt. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter notre premier podcast que je recommande chaudement, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Laurent Schmitt, liégeois, investisseur depuis 2012-2013 et coach immobilier et auteur du livre « L'école ne forme pas les millionnaires ». Ok, super. On va parler colocation aujourd'hui, une thématique qui te tient particulièrement à cœur. Comment tu es arrivé à te tourner vers ce mode d'investissement ? Alors à la base, donc, j'avais une maison, ma toute première maison que j'avais achetée. Quand j'avais commencé à effectuer les travaux dedans, il y avait une locataire dedans. Je voulais augmenter mes loyers, donc je te parlais de ça en 2013. J'avais commencé les travaux en 2014. L'idée, c'était de créer une deuxième chambre dans la première maison que j'ai achetée pour augmenter le loyer. Je pense que c'est souvent pour ça qu'on arrive. C'est toujours le cas, il ne faut pas de permis. Dans le terme de travaux, à part créer une cloison, tu ne crées pas vraiment d'infrastructures supplémentaires. Et mine de rien, dès que la maison a été finie, j'ai pu mettre 2 locataires dedans. C'était loué finalement à 2 étudiants. Et d'un loyer de 545 €, je suis passé à 750 €. Donc finalement, c'est 200 € de plus par mois, ce qui fait 2400 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Et sur le nombre d'années, ça fait déjà beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, tout naturellement, que je suis arrivé dans la colocation. Ce n'était pas aussi populaire que maintenant. Il n'y en avait pas autant sur les réseaux, il y avait pas, ça pullulait pas partout. Et donc voilà comment j'ai fait ma toute première colocation. Et depuis, j'ai dû en faire une quinzaine supplémentaire. Ok. Du coup, colocation, on parle de potentiellement 2 chambres. Ça commence à partir de ce moment-là. Oui, ma première colocation, c'était 2 chambres. Et j'ai jamais eu de colocation de plus de 4 chambres. Je sais qu'il y a certains qui sont des champions du monde pour acheter des grosses maisons de maître et de faire 6 chambres d'étudiants. C'est pas légal. Il faut passer par des permis et tout ça. Et à l'époque, je voulais vraiment pas m'ennuyer avec ça. Donc j'ai toujours choisi des biens dans lesquels je faisais des colocations jusqu'à 4 personnes. Et à l'heure actuelle, oui, il me restait... en colocation, il va m'en rester 6, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, jusqu'à 4 chambres, on n'a pas besoin d'une quelconque autorisation de la commune. C'est tout à fait légal, etc. Okay. Une petite subtilité que j'ai appris récemment, donc ça fait plus de 10 ans que je fais de l'investissement immobilier. À tes dépens ou pas Pas les miens, d'un participant. Donc un participant en coaching qui une fois m'appelle et me dit « Écoute, j'ai un problème. J'ai l'urbanisme de Liège qui me demande plein d'informations sur ma colocation. » Parce qu'il faut introduire un permis. Et je dis, écoute, je ne suis pas au courant qu'il faut un permis et tout ça. Donc, je me renseigne un petit peu. Et effectivement, en creusant, si tu fais une colocation, en tout cas à Liège, je ne sais pas si c'est le cas dans le reste du monde, mais à Liège, si tu fais une colocation uniquement étudiante, tu dois avoir un permis d'urbanisme. Et donc là, je dis, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir cette information ? Il me dit, mais je ne sais pas. Je dis, vraiment, t'es beau. Enfin, je regarde un petit peu tout. Et dans le bail qu'il avait fait, c'était un bail de colocation étudiant. Il avait rajouté le mot étudiant. D'accord. Et c'est ça un petit peu qu'il a, je présume, grillé et que l'urbanisme est venu. Et en fait, effectivement, il faut absolument introduire un permis d'urbanisme quand c'est une colocation étudiant. Et là, je dis, à l'avenir, fais un bail de colocation sans mentionner le fait que ce soit pour des étudiants. Même si c'est pour des étudiants. Ça, c'est pas ton problème, entre guillemets. Tu loues à 4 personnes. Tu n'es pas censé savoir leur groupe sanguin. Pourquoi tu serais censé savoir que c'est des étudiants ou des jeunes travailleurs ? Ça ne te regarde pas, quelque part. Et donc là, je dis maintenant, il y a une petite jurisprudence à faire quand vous faites vos baux de colocation. Attention, si vous mettez clairement que c'est que pour des étudiants, il faut techniquement, je dis bien techniquement, parce qu'il y en a un peu qui le font, un permis d'urbanisme. Ok, super. Mais sinon, à part ça, jusqu'à 4 personnes, une maison, un appartement, il n'y a aucun problème. On transforme ce qu'on veut transformer. Ce qu'on veut, exact. Ok. C'est quoi pour toi les 3 gros avantages de cette forme d'investissement ? Alors, les 3 gros avantages, le premier, c'est la rentabilité. Moi, j'ai eu le cas d'un loyer de 545 €, je suis passé à 750 pour juste 2 personnes. Donc, je dirais qu'un appartement que tu vas pouvoir louer, ça dépend à Liège ou à Bruxelles. Mais là, tu passais d'une chambre à 2 chambres. À 2 chambres, c'est ça. Mais si je l'avais fait en 2 chambres, je crois que j'aurais pu la louer quand même 650, 680, mais jamais 750 €. Pas dans ce quartier-là, et encore moins en 2014-2015, donc c'est il y a 10 ans. Avoir un bien qui, par exemple, a 3 chambres, je prends un appartement à Liège ou à Bruxelles, dans les 1000 € de loyer classique qu'on va demander, ce sera toujours plus rentable si tu peux louer, par exemple, 600 € chaque chambre. Tu vas passer d'un loyer plus ou moins à 1000 € à plus ou moins 1400, 1600, ça va dépendre un peu du loyer de ta chambre, pour un appartement, encore une fois, qui n'a pas bougé. C'est toujours la même cuisine, c'est les mêmes communs, il y a toujours une toilette, voire 2 salles de bain. Il n'y a pas énormément de changements, sauf que tu fais un bail de colocation. Ça, c'est le premier. Le deuxième, pour moi, c'est que tu divises ton risque.
Si demain, tu as un locataire qui paye 1 000 € pour ton appartement 3 chambres, ben, si demain, il ne paye pas, tu as 1 000 € de moins. Si finalement, tu loues chaque chambre, on va dire 500 €, tu as déjà un loyer à 1 500 €, donc 50% de plus que tes 1 000 €. Mais si tu en as un des trois qui ne paye pas pour une raison ou pour une autre, tu as toujours tes 1 000 € des deux autres colocataires qui payent leur loyer. Donc, ça, entre guillemets, ça dissout le risque. Et le troisième avantage que tu peux avoir dedans, c'est que tu pourrais avoir une mixité au niveau de tes locataires. Si demain, tu as un locataire qui s'en va, qui est encore une fois le seul locataire de ta maison, de ton appartement, 3 chambres, tu as potentiellement 1, 2, 3 mois de chômage locatif si tu ne retrouves pas des gens directement. Là, si demain, tu en as un des trois de la coloc qui dit bah, « moi, finalement, je fais un Erasmus et je pars en septembre et te préviens en mai », il n'y a pas de problème. Tu peux déjà retrouver un locataire maintenant qui reprendra le bail du locataire manquant. Et si finalement, tu n'as pas retrouvé de locataire manquant, tu vas devoir t'asseoir sur 1, 2, voire 3 mois de loyer pas encaissé pour une des chambres qui est vide. Tu as quand même les deux autres qui tournent. Tu as les mêmes mécanismes de protection avec une colocation qu'avec un bail classique. Je pense, là, tu parlais de préavis. Normalement, dans un bail normal, tu dois avoir 3 mois de préavis avant de pouvoir libérer. C'est la même chose dans un bail de colocation. S'il est mentionné dans ton bail de colocation, c'est la même chose. Il y a même encore des subtilités parce que si la personne qui doit partir trouve un colocataire de remplacement qui est accepté par les deux autres colocataires restants, alors là, il n'y a pas d'indemnité à payer. Si finalement, il ne trouve pas, il doit payer 3 mois d'indemnité. Enfin, il y a c'est un petit peu différent quand même d'une location classique. Mais effectivement, s'il retrouve quelqu'un, alors il n'y a vraiment aucun problème. Et ce qui est bien avec la colocation, mine de rien, ce que j'aime encore assez bien, c'est que c'est les deux colocataires qui restent dans cet exemple-ci qui vont faire un peu le rôle de l'agent immobilier. C'est peut-être eux qui vont accueillir la troisième personne, c'est eux qui vont expliquer comment fonctionne le logement, et c'est quand même eux finalement qui vont choisir. Donc, ça parce qu'ils vont vivre avec cette personne. Ils ont tout intérêt de trouver un chouette locataire. Exact, tout à fait. Et du coup, sans langue de bois, les désavantages de la coloc? Alors, désavantages de la coloc, là je vais parler purement de mon expérience principale, mon expérience personnelle plutôt. Il y a plus de dégradation, mais de rien, qu'on se le dise. Plus de pas de chômage locatif. Dans mon cas, j'ai jamais eu de chômage locatif dans une coloc, mais tu vois bien que ce sont un peu plus j'ai commencé mes études, finalement j'aime pas, je retourne en France chez mes parents, j'aimerais partir dans 1 mois et demi, comment est-ce qu'on fait? Donc un turnover, quoi. Turnover plus grand. L'autre inconvénient que j'ai eu, mais ça je ne le fais plus du tout, c'est quand tu mixes les genres de personnes. À l'époque, je pouvais mettre quelqu'un qui était au chômage avec un jeune travailleur et un étudiant. Grosse erreur. Soit on met des jeunes ensemble, soit des moins jeunes ensemble. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'ils n'ont pas le même mode de vie. Un étudie, l'autre, des fois, il rentre de soirée. C'est pas la même chose. Et quoi, tu finis par faire gendarme alors? À une époque, oui, c'était un peu le cas, un peu le cas. Là, j'ai récemment eu, là, ils sont partis de la coloc. C'était 2 personnes plus âgées avec un plus jeune. Donc, les 2 plus âgés avaient 28 ans. 2 personnes, entre guillemets, qui profitent un peu du système, qui ne travaillent pas, qui prennent toutes les aides qu'ils peuvent avoir à droite à gauche, qui sont gérées par un avocat à 28 ans. Et l'agence, à l'époque, c'est une agence qui gérait ce bien-là, a eu la bonne idée de mettre un 3e dedans, qui est un jeune étudiant géré par le CPS, qui a 18 ans, qui est en train de terminer ses études, sauf qu'il y avait vraiment un conflit intergénérationnel quasiment, et que les plus âgés ne se gênaient pas pour voler la nourriture du plus jeune. Et quand j'ai appris ça, alors là directement je suis rentré... T'es responsable de raquette en fait. Ah oui, c'était un peu ça. Donc je suis vraiment rentré à la colocation, là j'ai pété les plombs, j'ai contacté les avocats, et ils ont tous été expulsés. Et le 3e, donc le jeune de 18 ans, je l'ai relogé dans un autre studio que j'avais qui se libérait, et j'ai remis en location par une agence la colocation vide. Et l'agence, alors, j'étais très clair avec eux. Vous pouvez faire une colocation. Par contre, vous mettez des gens du même, je ne vais pas dire du même standing, ça ne veut rien dire, mais du même type profil de personnes. Et vous ne me remettez pas un mec de 18 ans avec un mec de 27, quoi. Parce que là, ça ne va pas le faire, quoi. Ça s'adresse à tous les types de propriétaires, selon toi. Tu le présentes à tous tes coachés, par exemple? Alors, tous les types de propriétaires, oui, pour ceux qui ont le temps. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est quand même, pour eux, c'est juste que je conseillerais de mettre ça en agence. Maintenant, il y a plein d'agences qui refusent de gérer de la colocation. Alors, trouver le locataire, ça n'y a pas de problème. Toutes les agences vont le proposer. Par contre, faites de la gestion de colocataires, étant donné que c'est plus de travail, il y a plus de turnover. Soit l'agence, elle dit non, je ne le fais pas. Ou j'ai vu des trucs passer où on dit ok, on le fait, mais on prend 20% de commission. Il faut arrêter les gars, à un moment il faut que tout le monde gagne sa vie, mais c'est pas à vous non plus à vous engraisser sur vos clients. Ou d'autres qui disent ok on le fait, mais alors c'est nous qui choisissons les locataires et se spécialisent là-dedans. Mais tous les participants en coaching et ça, effectivement, si tu veux faire plus de cash flow,
je te recommande directement de passer sur une colocation. Et un truc aussi souvent qu'on a tendance un peu à oublier, c'est qu'on est souvent focus sur jeunes travailleurs ou étudiants. Il y a plein de colocations qui fonctionnent avec des personnes plus âgées, des gens, parents monoparentaux, je vais y arriver, qui peuvent également s'unir, une maison qui s'y prête avec 2 grandes chambres. Deux mères se mettent entre guillemets en colocation, ont les enfants, c'est plus facile pour gérer, les personnes âgées aussi, mais alors tu as une infrastructure différente, il faut du plein pied, des ascenseurs, des choses comme ça, mais la colocation n'est absolument pas réservée aux jeunes travailleurs et aux étudiants, pas du tout. Ok, et du coup au niveau des types de biens, par contre, il y a des biens qui se prêtent davantage à la colocation, si ce n'est le nombre de chambres? Moi je veux dire que tous les biens s'y prêtent dès que tu dépasses 2 chambres, enfin dès que tu arrives à minimum 2 chambres. Tu peux avoir un magnifique loft dans le centre de Bruxelles, 2 chambres. Moi j'avais un ami Bernard qui est bruxellois, qui était en colocation. Alors son loft c'est un truc de malade mental, je crois qu'il payait plus chacun 1 200 € de loyer. Je te parlais de ça il y a 7-8 ans. Ils étaient en coloc, ils étaient 2, pas du tout en couple, coloc trafic classique, 2 mecs, et le loft s'y prêtait parfaitement, alors que de base on pourrait dire non, c'est pas fait pour une colocation. Ça peut être pareil, alors si c'est un studio ça marchera jamais. C'est une super belle maison, une grange, je sais pas moi, dans le fin fond de la brousse où il faut toujours prendre sa voiture, ça peut tout à fait s'y prêter pour une colocation de personnes plus âgées qui justement travaillent peut-être dans le coin, qui n'a pas d'enfants, qui veut ne pas vivre seul, ou au contraire qui a des enfants mais qu'une semaine sur 2. Tous les biens peuvent s'y prêter dès que tu dépasses 2 chambres. Du coup, ville, campagne. Ville, campagne, les deux s'y prêtent, mais pas pour la même clientèle. On ne va pas commencer à faire une coloc 4 chambres dans un bel appartement à 50 minutes de la première haute école si tu veux cibler des étudiants. Ça ne va absolument pas le faire. Faire une étude de marché, quoi. Voilà, il faut faire une étude de marché et tous les biens, par contre, s'y prêtent. Tu vas à Durbuy, donc ville beaucoup plus, on va dire, touristique et des choses comme ça. Ça va moins s'y prêter pour une colocation de jeunes étudiants, de jeunes travailleurs, sauf encore une fois, si c'est 4 personnes de l'Eureka qui cherchent un endroit pour se loger, qui sont jeunes, qui n'ont pas les moyens de payer 1000 balles de loyer, mais qui savent chacun mettre 500 €, si tu as déjà une belle maison, un bel appartement, 3-4 chambres, ton loyer il va tourner. Tu auras plus de turnover parce que dans l'Eureka, ça tourne aussi. Mais par contre, tu peux faire une super colocation à Durbuy. Par contre, on ne va pas mettre des étudiants, on ne va pas forcément mettre des pensionnés. Voilà, ça tout se discute et tous les biens s'y prêtent, ouais. Ok, il n'y a pas de normes à respecter? Tu disais tout à l'heure, finalement, les pompiers ne sont pas impliqués ou quoi que ce soit. Alors moi, je dis toujours, les pompiers ne sont pas impliqués, mais ton bâtiment doit toujours être en conformité pompier. Évidemment. Si tu as un immeuble de 4 appartes, les pompiers ne vont pas passer parce que tu as une colocation. Par contre, encore une fois, si tu as un immeuble de 4 appartes, tu es censé avoir des portes coupe-feu, avoir un exutoire de fumée. Ton bâtiment doit être conforme pompier, qu'il soit loué en location classique, qu'il soit vide ou qu'il soit en colocation, ça ne change rien du tout. Mais il n'y a pas de normes supplémentaires parce que tu fais une colocation. Au-dessus de 4 personnes, alors là, il faut introduire un permis. On arrive dans tout ce qui est la partie co-living. Là, c'est beaucoup plus complexe. Ils doivent passer tous les X temps. Il y a une taxe annuelle qui est faite par chambre. Ça dépend des communes. Par contre, il n'y a plus de nombre. Tu pourrais très bien avoir une colocation de 9 personnes, mais ils vont t'imposer un certain nombre de mètres carrés pour ta cuisine, un certain nombre de WC. Je crois que c'était un WC pour 3 et une douche pour 6. Il y avait tout un truc. Là, je suis en train d'introduire un permis justement pour une de 7 personnes à Liège Centre. C'est plus complexe. D'accord, il faut avoir les reins solides. Mais par solides. contre, l'avantage, quand on est en co-living, quand j'ai 7 personnes qui peuvent se domicilier, il n'y a plus ce pacte de colocation de 7, c'est que chacun peut louer sa chambre. Donc tu peux louer pour 6 mois, 4 mois, 3 mois. Tu peux me dire, voilà, si tu loues pour 3 mois, c'est 850 € par mois. Si tu loues pour un an, la chambre descend à 650. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Les gens peuvent s'y domicilier. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, mais tu vas plus gérer ça un peu comme une entreprise. D'accord. Oui, donc là, de nouveau, un peu plus de temps. Plus de professionnalisme dans la location. Ouais. Ok. Quand on pense coloc, finalement, on pense gestion colossale. Toi, tu disais, désormais, tu mets une société pour gérer tout ça. J'imagine que dans tes débuts, tu ne le faisais pas. Ouais. Comment tu gères les différents baux, le turnover qui peut être plus important, le vide locatif, c'est quoi ton retour d'expérience? Alors, j'ai très peu de vides locatifs, parce que souvent quand il y en a un qui veut partir, c'est rarement je pars demain. C'est plutôt là on est en mai, je pars faire un Erasmus, ce sera vers septembre que je pars. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver une solution parce que je vais être le seul à partir de la coloc. Là pareil, retrouve-moi quelqu'un, il n'y aura aucune indemnité à payer. Il y a plus de turnover parce que certains arrêtent leurs études, certains disent on va faire 3 ans, finalement après un an, c'est j'aime pas ça, donc on arrête. Moi je demande toujours en début d'année, donc vers février-mars, quand les examens de janvier sont passés, c'est très important, est-ce que vous comptez continuer vos études ou pas? Et dans 9 cas sur 10,
tu as l'information qui vont rester ou pas dans la colocation. Si de septembre à février, tout s'est bien passé, vers mars, ils vont dire oui, normalement on reste, il n'y a pas de raison. Donc là, je ne vais pas chercher de nouveaux locataires. Par contre, si des gens en mars ils disent oui, mais justement, on en a parlé avec Benoît, ils ne veulent pas rester parce qu'ils préfèrent faire un Erasmus ou on va peut-être s'orienter différemment pour les études, je dis pas de problème. N'oubliez pas que votre bail s'arrête fin août. Vous avez 3 mois avant août pour me prévenir que vous partez. Et est-ce que vous autorisez que je commence déjà des visites? Et j'ai jamais eu de chômage locatif. Et au 1er septembre, et c'est toujours un petit peu d'ailleurs la guerre, c'est qu'il y a ceux qui doivent partir au 31 août, mais il y en a qui rentrent le 1er septembre, mais il y en a qui ont repeint leur mur en rouge, et je dis, mais tu peux pas peindre en rouge, donc tu peux repeindre en blanc. Oui, mais on a cassé de la vaisselle. Et donc, c'est vraiment des moments où je pars jamais en vacances, cette période-là, parce que il faut tout gérer, quoi. Et du coup, tu n'as jamais de locataires qui partent comme ça en milieu de bail, sans préavis, etc. Si ça arrive, alors sans préavis, contractuellement, ils doivent respecter un préavis. Maintenant, de mon côté, je suis toujours très cool avec eux. Si tu me retrouves quelqu'un qui est accepté par les 2 autres, tu pars un peu quand tu veux. Oui, ça, généralement, en tant qu'étudiant, tu trouves toujours. Tu trouves toujours. Et en plus, des fois, dans l'année, il y a des gens qui ne sont pas très bien dans leur colocation, qui doivent aller voir ailleurs. Il y en a aussi, mine de rien, en 2021, il y avait les inondations à Liège. Il y en a certains qui étaient en colocation. Dans l'appartement où tu as eu 1 mètre d'eau dedans, ils ont tous dû se reloger. Et alors, ce qu'il y a, donc, quand il y a un bail de colocation qui est lancé, s'il y en a un qui part, l'autre qui rentre, ce n'est pas un nouveau bail de colocation. On fait un avenant, et donc le A sort de l'appartement, et là, il y a C qui reprend le bail il y a D qui reprend le bail de A. C'est juste un document à faire entre eux. Moi, je le fournis toujours en Word, modifie-le. Est-ce que ça fait des dégâts? Est-ce qu'on prend une partie de ta caution? L'autre doit payer sa caution avant que l'autre récupère sa caution, et puis il faut un changement de clé entre eux. J'ai des locataires dans mes colocations que je n'ai jamais vus. D'accord, ouais. Je n'ai jamais vu, ils payent leur loyer, tout est en ordre, il y a les garants, mais il n'y a pas un nouveau bail qui est signé parce que dans l'avenant, ils signent qui reprend les droits et obligations du sortant. D'accord. Et c'est eux qui font leur état de lieu entre eux. Ils le font entre eux. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Un des problèmes qui pourrait survenir, c'est que à la fin de l'état des lieux sortant, donc on va dire 3 ans après, il y en a un qui est rentré dedans il y a 1 an. Mais là, le frigo et la porte n'étaient pas abîmés. Ah oui, mais non, c'était déjà abîmé quand j'ai repris. Oui, mais tu as signé un avenant qui disait qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'avant de signer ton avenant, tu reçois le bail et tu reçois l'état des lieux. À toi, vérifier chaque photo. Ça devient ta responsabilité. Tu as signé l'avenant, tu reprends ses droits et ses obligations. Donc c'est un petit document facile que je fournis d'ailleurs à tous mes participants. Et ça permet, entre guillemets, derrière, d'avoir un changement de locataire sans que ça affecte mes rentrées locatives, et j'ai jamais de chômage locatif grâce à ça. Et surtout parce que tu te dis, ok, je vais faire attention à ma partie privative, ma chambre, mais tu fais peut-être moins attention aux parties communes, ou qui sont, elles, potentiellement aussi encombrées par le mobilier, etc. Donc tu risques d'avoir... ça arrive toujours. Moi, je loue toutes mes colocations vides de meubles. Eux, au fur et à mesure, meubles. Des fois, ils disent, écoute, on part, est-ce qu'on peut laisser la table et les 4 chaises? Je dis, oui, laisse-les. Au pire, je les évacuerai moi. Mais effectivement, on se remarque vite qu'il y a des coups dans les murs, des trucs comme ça. J'ai dit, ça, il n'y avait pas avant. Et il y a toujours une petite partie de la caution qui est gardée. Après, je suis très cool. Et si les gens sont là depuis 4 ans, j'ai pas de problème de paiement. Tout le monde est cool. Ça reste étudiant. J'ai été aussi étudiant. S'il y a 4 coups dans un mur, mettre un peu de pâte et repeindre une partie du mur, c'est jamais très grave. Je réclame rien. Et j'ai eu des gars, donc 3 mecs là, qui m'ont rendu l'appartement dans un état pitoyable. La femme de ménage a dû travailler, 16 heures. Oui, sympa. Pour récupérer les trucs. La petite couche de gras là-haut n'avait jamais été nettoyée en 4 ans. Le congèle, c'était ça, un truc un enfer. Là oui, je crois qu'on a gardé 1 200 € de leur caution. Rien que sur la femme de ménage. Moi j'ai gardé ça et on a gardé un petit peu pour la peinture. Et puis l'expert a budgétisé. T'es pas d'accord, on va en justice, mec. Moi je m'en fous, on peut y aller. Et puis finalement on est d'accord et chacun a payé 400 balles. Quoi. Enfin, j'ai gardé 400 €. 400 balles de chacun. C'est toujours moins grave que de dire on doit payer 2200. Ah mais oui, on est 3. C'est aussi un avantage. Quand tu gardes 1200 sur une caution, si la personne avait laissé 2000 € de caution, tu reprends la moitié, un peu plus que la moitié. Ils sont 3, ça fait 400 €. Ok, c'est comme si tu avais payé 1 mois en plus en loyer. C'est pas trop grave, quoi. Et ça évite toutes les procédures judiciaires. Quand ce n'est pas tes locataires qui te retrouvent un futur colocataire, tu cherches des locataires sur des plateformes particulières ou les classiques? Alors moi, j'ai jamais dû retrouver un locataire dans une colocation qui était déjà formée. D'accord. Par contre, à l'époque, quand je gérais moi-même mes colocations, je mettais sur des plateformes pour trouver 3 nouveaux locataires. Donc l'appartement est à 3 chambres. C'est moi qui mettais l'annonce pour trouver 3 nouveaux colocataires. Côte à Liège, qui marche très bien. Et ce qui marche ultra bien et qui est gratuit, c'est Facebook. Facebook, il y a je ne sais pas combien de centaines de groupes différents. Tu fais une annonce, tu la repartages un petit peu dans tout et tu reçois alors des
demandes dans Des tous les sens. centaines de... Des fois, c'était abusé. Est-ce que c'est toujours disponible? Et donc, tu réponds oui, c'est toujours disponible. Voici les 3 jours de visite. Et des fois, effectivement, tu arrives et il y a 2 personnes. Et puis, pouf, tu redescends. Tu ressors de l'immeuble, tu as montré l'appartement et tu dis ah, il y a 6 personnes qui attendent. Écoutez, allez-y. Et là, entre guillemets, tu choisis un petit peu les sélections. Mais c'est fini la fois où je prenais rendez-vous personne par personne. C'était un enfer, les gens ne venaient pas, les gens arrivaient en retard. J'ai d'autres choses à faire de ma journée. Je donne 3 créneaux horaires complètement différents et un toujours le dimanche, c'est super important. Et alors oui, on enchaîne les visites. Et puis ça fait aussi un peu, il y a du monde, je vais mieux me vendre. Et puis ça permet ça à la crée fin, une pression positive ouais, en fait. À la fin, c'est 3 jours de visite. Tu as tes 3 colocataires et je privilégiais toujours les gens qui se connaissaient que de mettre 3 personnes qui ne se connaissent pas. Toujours un petit peu délicat. Et dans des grosses colocations de 4 personnes, mais des fois, tu en as 2 qui se connaissent, puis 2 autres, et tu essaies de les matcher ensemble avant de signer quoi que ce soit. Et s'il y a un match, ok, vous signez à 4, on est parti, quoi. Okay. J'ai toujours essayé de garder le fait d'avoir que des jeunes travailleurs, des étudiants. Par contre, quand c'était possible, j'essayais de mettre des mecs avec des filles, parce que c'est très complémentaire. Avoir des colocs que de filles, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément les colocs les plus propres. J'ai été coloc de 10 filles, c'était l'horreur. Voilà, il faut pas croire que c'est beaucoup plus propre que les mecs. Et inversement, c'est pas parce que c'est 4 mecs que s'il y avait une ampoule à changer, ils le faisaient eux-mêmes. Non, elles peuvent rester éteintes pendant 2 heures, il n'y a pas de problème. Donc quand il y a un mix entre les deux, je trouve que ça, par expérience, ça s'est toujours un petit peu mieux passé. D'accord. On a parlé du bail, on a parlé des états des lieux. Comment tu gères les charges et les consommations, eau, électricité, gaz, etc. J'imagine surtout en période de forte augmentation des prix de l'énergie, ça a dû te causer un petit peu... c'est là qu'il y a eu un switch. À l'époque, je voulais vraiment créer la facilité pour mes colocataires, donc je gérais tout. Je prenais le compteur d'eau, le gaz, l'électricité à ma charge, je budgétisais et je faisais un truc charge comprise. C'était pas provision charge. Pas provision. Et puis il y a eu cette fameuse crise là, vers 2021-2022, je me rappelle plus très bien. Là, j'ai dit plus jamais je fais ça. Sauf que les baux en cours, tu peux pas les modifier. Et donc avec certains locataires, j'ai trouvé des arrangements. Et alors quand il y avait dans certaines colocations où il y a plus de 50% des locataires qui partent à une date fixe, je peux moi-même mettre fin au bail pour la totalité du truc. Et alors, ceux qui voulaient rester dedans, j'ai dit, OK, par contre, on repart sur un nouveau bail. Et là, maintenant, 100% de mes colocations, un de la colocation prend les charges à son nom. D'accord, donc tu n'as même plus les contrats électricité. J'ai plus aucun contrat qui est à mon nom. Ça, je veux plus. Ça m'a appris de nos erreurs. Quand j'ai une régule de 1 200 €, je pourrais réclamer à la coloc parce que c'était charges comprises. Donc ça, je veux plus du tout. Et à l'inverse, des fois, j'avais des régules de moins 300 €, donc on me remboursait 300 €. Donc sur les nombres d'années, ça faisait, on est à l'équilibre, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, donc, ce que je fais, c'est toujours la coloc, et s'organise entre eux. Moi, je ne veux pas savoir lequel c'est. Reprend les compteurs à son nom, c'est plus moi qui les gère. Et ce que j'ai remarqué dans certaines colocs, et je trouve ça pas mal, et donc maintenant, je le fais plus, mais ce que je pourrais recommander à des gens de faire, c'est prenez le compteur d'eau, l'autre le compteur de gaz, et l'autre le compteur d'électricité, s'ils sont 3. Entre guillemets, chacun paye un peu des factures, et puis s'organise ensemble. Quoi. Ok, très clair. Tu le disais tout à l'heure à demi-mot, tu ne meubles pas tes colocations. Il y a une raison pour ça Juste une raison fiscale. Il faut savoir que quand tu loues meublé, tu as une taxe sur la location. Et donc, je ne vais pas être payé de taxes. Je trouve, voilà. Alors, c'est contrairement à l'inverse en France. En France, tu payes des taxes si le logement n'est pas meublé. En Belgique, c'est l'inverse. Et si c'est meublé, c'est taxé. Alors, je sais que je perds pas mal de colocataires dans mes locations à cause de ça, parce que des parents viennent du Luxembourg, disent nous, on n'a rien, il y a ça. Je dis oui, moi je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ça m'arrive dans des colocations de laisser certains mobiliers que les locataires laissent. S'il y a une table, 6 chaises, un divan, il fait partie de la colocation. Pour moi, je ne loue pas du meublé, je laisse. J'ai rien acheté, ça fait partie de la coloc. Par contre, je suis très clair avec eux. Si le divan, dans 3 mois, il est troué, je ne le mets pas à nouveau. C'est mis à votre disposition gratuitement. Si limite, quand vous partez, vous le reprendre pour chez vous, c'est cadeau. Ça ne fait pas partie de ma coloc. Mais par contre, dans mon entourage d'investisseurs, certains louent du meublé. Tu loues un peu plus cher. Effectivement, ce n'est pas plus mal, mais voilà, c'est un autre type de business. Quoi. Selon toi, la différence de taxation ne vaut pas le coup de t'engouffrer dans ce Honnêtement, système? je pense qu'elle vaut quand même le coup. Ok. Ouais, je pense que tu pourrais quand même louer facilement une chambre. Bon, avec Liège et Bruxelles, il y a des fois un gap assez important, mais facilement entre 25 et 50 € par chambre en supplément le fait que ce soit meublé. Annuellement, tu vois quand même une différence. Par contre, pour avoir quelques biens, quelques mobiliers que j'avais laissés, quand je vois des fois l'état dans lequel je récupère, alors oui, la taxe elle est largement couverte avec la plus-value que tu fais, mais si c'est pour chaque année, tous les 3 ans, remettre un divan qui t'a coûté 1000 balles, l'un dans l'autre. Moi, ce qui m'a plus fait switcher, de me dire je ne mettrai jamais du meublé, c'est le temps que ça prend à meubler. C'est le pincement au cœur quand tu récupères ton
voilà, ton beau divan avec des trous de cigarettes alors qu'il est marqué dans ton bail que c'est interdit de fumer dans le bien, et tu dis ok, on va garder votre caution, et puis ça commence à discuter. Oui, mais non, c'est pas moi, mais ce qui a fumé, mais non, c'est un ami. Waouh, ok, Ouais. ça devenait un peu n'importe quoi. Donc là, oui, je trouve que mon temps maintenant a plus de valeur que le bénéfice que je vais faire dessus. Donc je préfère limite avoir 100 euros en moins par mois sur une colocation, entre guillemets nette, mais ne plus avoir ce problème de me dire je dois gérer ça, je dois gérer des discussions. Là, je te mets l'appartement libre, tu me le rends libre. Ce que tu fais derrière, je m'en fous. Mais en tant que néo-investisseur, ça peut valoir le coup de Ça le peut valoir le considérer. coup. Par contre, gros conseil que je donnerais, ce que je faisais à l'époque dans mes Airbnb, pour meubler, si tu peux acheter de l'occasion, achète de l'occasion. Parce que même en Airbnb, coloc, c'est le même combat, on va te le dégrader. Et un beau divan trouvé sur Marketplace à 500 euros avec la coudoir qui est légèrement un peu abîmée, ce sera toujours mieux que d'acheter un à 1500 euros qu'on va quand même abîmer de la coudoir dans les 3 mois. Et tes locataires vont rien voir que du feu. vont voir que du feu. Et ça te permet, plutôt que de mettre 8000 euros d'ameublement dans une colocation 3 personnes, c'était un budget approximatif que j'avais budgétisé pour un participant, peut-être que pour 2500 euros, si tu fais les choses bien, ça peut être pas mal. Parce qu'avant de récupérer tes 8500 euros pour avoir meublé un appartement 3 chambres, parce qu'il y a les chambres, il y a les communs, pour avoir un truc un peu correct, t'as pas que de l'IKEA, t'aurais déjà avoir des loyers qui rentrent, quoi. Ouais. Et surtout qu'habituellement, la banque ne finance pas ton mobilier, Bien sûr. donc c'est purement tes fonds propres. Conseil que je te donne, garde tes 8500 euros de fonds propres, ou alors paye un peu d'occasion pour derrière faire un autre projet qui sera probablement plus rentable. Ok. Oui, et puis de manière générale, les étudiants, comme tu disais, ils s'autogèrent au niveau des rentrées et des sorties. Hein. Ils peuvent s'autogérer aussi sur le mobilier. Hein. C'est Moi, ce le qui se passe, nombre souvent ils se le nombre de revendent. personnes exactement à qui Ouais. j'ai racheté ou revendu mon Ouais, lit, ça vient, ma ouais. Pax. On est d'accord qu'une ça, Pax, Pax, ça ouais. se... Chez IKEA, c'est la base. Hein, ouais. C'est la base. Tout le monde va aller chercher cette Pax et quitte, ça te fait plaisir qu'elle soit déjà montée pour toi et Oui, tu la c'est rachètes. ça. Quoi. Pas besoin de monter au 3e étage, alors que moi, dans mes beaux, je mets bien mhm. qu'ils doivent le monter avec un lift. Un lift, c'est vite 100 balles de l'heure. Clairement. Ils sont très Ta Pax contents. qui n'était pas chère à la base devient beaucoup Ah oui, ça cher. vient, ouais, clairement. Puis même si tu vas, effectivement, moi je recommande de faire de l'occasion, mais racheter du Ikea d'occasion, démonter, remonter, ouais, le meuble il a un peu bougé, quoi. Ça reste Ikea. Il y a d'autres services que tu rajoutes dans tes colocations qui sont des musts selon toi ou c'est juste les briques? Alors moi, je le fais pas parce que ça s'est jamais mis. Je veux jamais de biens qui. En fait, tous les biens que j'ai achetés, 100% des biens que j'ai achetés, je calcule la rentabilité sur un loyer classique. Ok. Et puis finalement, j'essaie de la coloc, ça marche bien. Et puis finalement, ceux que je mets en coloc fonctionnent très bien. De toute façon, les banques font la même chose. Hein. Toujours. Elles prennent le loyer classique. Le loyer classique, ils ne prennent jamais en compte, en tout cas de plus en plus, mais bon, il faut qu'il y ait déjà un passif derrière. Si la colocation existe depuis 5 ans, ils vont le prendre en considération. Mais je me base toujours ma rentabilité sur le loyer classique. Là où à un moment j'ai voulu me spécialiser là-dedans, ça s'est jamais mis, mais j'ai poussé des participants à le faire, c'est à proposer du service dans les colocations. Déjà, pour moi, une bonne colocation, il faut minimum, strict minimum, des chambres 12 mètres carrés. Si tu as une chambre de 8, de 9 mètres carrés, honnêtement, la location, ça va être compliqué ou ça va être des petits loyers. C'est pas ce que je recommande. Des grandes chambres, si tu peux avoir un poids d'eau par chambre, alors là, c'est vraiment top. Et dans certains cas, essaye même d'avoir maximum une douche pour 3 personnes. Donc, si tu as une coloc de 4, trouve un endroit pour mettre la 4e douche, quitte à avoir une énorme chambre, je sais pas moi, 28 mètres carrés, crée une petite salle de bain privée pour celle-là. Tu la loues pas 450, tu la loues peut-être 600. Des gens vont payer 600 pour avoir leur propre douche, leur propre WC, leur propre évier. Et alors, c'était une belle cave aménageable. Moi, j'avais pensé dans un immeuble que j'ai, donc il y a 4 logements et un commerce. J'ai des grandes caves. Et à un moment, je me suis dit, je vais faire une salle de cinéma pour les colocs de l'immeuble. Donc sur les 4 appartements, il y en a 3 qui sont en coloc 3 personnes. Donc j'ai 9 colocataires. Je me dis, je vais refaire un peu une salle de cinéma et de ça. Puis finalement, honnêtement, j'ai pas abandonné l'idée parce que dès que tout était loué, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Tout est loué. Et depuis, j'ai acheté le bâtiment en 2020. Jamais eu de chômage locatif dans cet immeuble. Je l'ai pas fait. Et si je voyais que ça bloquait un peu dans les colocations, j'aurais apporté des aménagements supplémentaires. Mais c'était une belle maison, pourquoi pas avoir un petit espace extérieur, pourquoi pas avoir une cave qui est aménagée en cinéma, salle de sport. Ça coûte pas très cher à faire une salle de sport. Hein. Ouais. C'est un réel plus. Voilà, c'était une maison 5 chambres. 2 cas de figure. Premier, tu fais une colocation 5 chambres. Warning, c'est interdit. Ouais. Le jour où tu as un problème, il va falloir se justifier, tu paieras peut-être des amendes ou quoi, ou on te dira juste vous arrêtez, tu vires le 5e colocataire et c'est réglé, on n'en parle plus. Ou tu peux dire, je vais louer les 4 chambres un peu plus chères, mais je vais faire cette 5e chambre un espace de coworking, un espace de lecture, un espace de une 2e cuisine, une 2e salle de bain ou quelque chose, et tu vas louer les autres chambres un peu plus chères. Donc il y a les cow-boys, parce que j'étais très jeune, un maximum de profit, ou alors il y a les bons pères de famille, ce que je deviens de plus en plus, moins d'emmerde et tranquille. La trentaine passée, on se calme et on veut plus recevoir des recommandés parce qu'on a fait une infraction urbanistique ou des choses comme ça. Voilà. Mais au début, pour faire du cash.
fais du cash. Et puis ça, moi, ils arrivent. Tu auras toujours le moment de te retourner. Mais voilà, c'est vrai qu'une chambre peut être autre chose qu'une chambre. Ok, très clair. Pour clôturer, finalement, tes meilleurs conseils pour quiconque voudrait se lancer dans la colocation, peut-être des expériences que tu as eues ou ce que tu donnes à tes coachés. Alors, un meilleur conseil que je donnerais à une personne qui commence, donc quelqu'un qui n'est pas propriétaire, si tu as peu de fonds propres, que tu dois te loger, mais que tu veux également faire de l'investissement, la colocation est pour moi le meilleur entre deux, entre acheter un bien, occuper une des chambres. J'ai des participants qui l'ont fait en coaching individuel qui me disent chez mes parents c'est bien, mais bon, j'ai quand même 25 ans, j'aimerais voir ma copine, mon copain. Et je dis écoute, achète une coloc, mets-toi dans une des chambres, celle que tu préfères à la limite, ou la plus petite si tu veux plus de profit. Loue les 3 autres chambres, ou les 2 autres chambres, ou l'autre chambre. En colocation, tu verras que tu paieras quasiment rien de ton crédit et tu auras du bénéfice. Alors si tu n'as que 2 chambres, ça va peut-être juste couvrir ton crédit encore, ça va coûter 300 € de crédit, mais tu seras colocataire et propriétaire. Si tu as une 4 chambres et que tu occupes une des 4 chambres, alors là c'est le jackpot. Ça paye ton crédit, tu te fais un petit cash flow et tu es surtout hors de chez tes parents. Par contre, il faut accepter de partager sa douche, partager l'évier s'il n'y en a qu'un. Et donc, ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième, faire des colocations attractives. Si tu fais des gros travaux, mets simplement un évier dans chaque chambre. Ce n'est pas des énormes travaux si les conduites sont assez facilement accessibles. Tu vas quand même louer plus cher, plus vite. Et alors, si tu as effectivement des chambres de 8 mètres carrés, des choses comme ça, mets le moins de budget dedans possible. Tu vas toujours réussir à les louer, mais tu vas peut-être pas être à 400 € la chambre, mais peut-être à 285. Mais ça va toujours se louer. Une coloc, ça, il n'y a pas de raison. Et de cibler un endroit vraiment pas mal dans des quartiers un petit peu émergents. Moi, je pense à Liège, Outremeux, c'est un quartier qui est en train de monter à fond. Il y a plein de colocs. J'ai plein de colocs là-bas. Et du coup, toujours réfléchir, localisation versus les personnes ciblées finalement. Ouais. Ma toute première colocation, donc pour ceux qui connaissent un peu Liège, j'étais à Grévigné. C'est pas du tout un endroit auquel on pense à une colocation. Mais il y avait un gars au chômage. Non, il était au CPS lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu être en colocation, parce que le CPS autorise le fait d'être en colocation, alors que le chômage quasiment pas. J'ai eu que des refus. Eux n'ont eu que des refus. Donc il y avait un qui était au CPS et l'autre qui était étudiant. Ok. Alors, je ne recommande pas de faire ça, parce que sur 2, ça va, mais quand ils sont 4, ça cause des problèmes. Et là, ils se sont bien entendus. Je crois qu'ils sont restés quasiment 3 ans en colocation. Et puis, il y a eu un switch, un des deux. Et puis, il y a eu un deuxième gars au CPS. Et 2 personnes au CPS peuvent être en colocation. En tout cas, ça passe sans problème. Et là, tu es sûr d'être payé, quoi. Tu peux me demander à ce que ce soit le CPS qui te paye directement. Et là, c'est le bonheur, quoi. Donc, n'achète jamais un bien qui n'est pas rentable en location classique. Et qui n'est rentable qu'en colocation, parce que le jour où les règles changent et qu'on t'interdit de faire une colocation, il ne faudrait pas que tu sois obligé de vendre le bien à perte ou de te retrouver avec un crédit qui te coûte 200 € par mois, alors qu'à la base, il se paye tout seul avec un sacré bénéfice. Donc, on achète un bien qui est rentable en locatif et qui est ultra rentable en colocation. Super clair. Génial. Un tout grand merci, Laurent. Merci beaucoup.